Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le lundi 8 juin 2020, bienvenue dans À l'air libre. Salut Mathieu, comment ça va? Quel est ton programme? Bonjour Valentine, dans la deuxième partie d'À l'air libre, nous recevrons l'historien Pap Ndiaye, spécialiste des États-Unis et de la question raciale. Nous reviendrons avec lui sur les manifestations évidemment aux États-Unis et leur résonance en Europe et en France. Et dans la première partie, on reste dans cette même thématique. Je reçois Paul Rocher qui publie l'essai Gazer, mutiler, soumettre, ou comment les armes non létales sont devenues la clé de voûte du maintien de l'ordre en France. Alexandra Pizzagalli, elle est stand-upeuse, elle s'accroche à cette terrible actu pour nous livrer un épisode de Tout ça pour dire, un épisode à l'acide sur la mort de George Floyd. Et puis direction la Libye avec René Bachmann qui nous raconte la trajectoire politique en chute libre du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est du pays. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire: covid@mediapart.fr pour vos documents et infos d'intérêt général, et puis alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages. À l'air libre numéro 55, c'est parti. C'est une phrase qu'on a bien en mémoire ici à Mediapart, celle du candidat Macron, c'était il y a 3 ans. Je l'ai déjà dit et je le redis ici, je serai intraitable. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne mette pas en cause la hiérarchie policière quand il y a de manière évidente un problème. Donc il faut qu'il y ait des procédures judiciaires, mais il faut ensuite qu'il y ait une responsabilité policière et administrative quand il y a des comportements déviants. Alors c'est vrai ça, je comprends pas qu'on mette pas en cause la hiérarchie policière quand il y a de manière évidente un problème. Je l'ai déjà dit et je le redis ici, je serai intraitable. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne mette pas en cause la hiérarchie policière quand il y a de manière évidente un problème. C'est que le problème ne doit pas être si évident, parce que le silence jusqu'à il y a quelques heures était sidérant, malgré la mort de George Floyd aux États-Unis, malgré les manifestations partout en France, et notamment à Paris, de la part du collectif Justice et Vérité pour Adama, qui a réuni plus de 20 000 personnes la semaine dernière, malgré les révélations de Mediapart, Arte Radio, Street Press sur des groupes de discussion racistes rassemblant jusqu'à des milliers de policiers. Un silence insoutenable jusqu'à hier, car on a appris qu'Emmanuel Macron avait demandé à Christophe Castaner, Édouard Philippe et Julien Denormandie des propositions pour répondre aux revendications exprimées, à savoir les accusations de violences policières. Et on apprend aussi qu'Emmanuel Macron, président de la République, a demandé à Nicole Belloubet, ministre de la Justice, de se pencher sur le dossier du décès d'Adama Traoré, alors même qu'une enquête judiciaire indépendante est en cours. Pour parler de toutes ces questions, j'accueille Paul Rocher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et vous publiez Gazer, mutiler, soumettre aux éditions La Fabrique. D'abord le titre, Gazer, mutiler, soumettre. Pourquoi ce titre? Alors, ce titre renvoie tout simplement aux effets des armes non létales. Les armes non létales sont précisément au cœur de ce livre-là, dans lequel j'analyse les conséquences des armes non létales sur le comportement des policiers et par extension sur les personnes qui ensuite peuvent se retrouver ciblées des policiers. Donc c'est ça l'idée principale à partir de laquelle j'ai rédigé ce livre-là et dans lequel je développe une idée qui semble assez contre-intuitive puisque les armes non létales ont été présentées comme un outil du maintien de l'ordre plus doux, donc visant à diminuer les violences policières. Et ce que je constate dans le livre, ce que j'observe, c'est que c'est tout le contraire. Ce qui se produit avec la disponibilité des armes non létales, c'est une brutalisation du maintien de l'ordre. Oui, alors justement, revenons sur ce terme arme non létale. C'est une appellation qui dit ce que ces armes ne font pas, théoriquement, elles ne tueraient pas donc, mais elle ne dit pas ce que ces armes sont capables de faire. Alors, on peut même aller un peu plus loin parce que la définition précise des armes non létales, c'est des armes qui ne tuent pas et qui ne mutilent pas ou qui ne handicapent pas définitivement. Alors, si on regarde ces deux choses-là, force est de constater qu'effectivement, en France, on a un certain nombre de mutilés. On se rappelle notamment des mutilés gilets jaunes, mais on a aussi des morts et on a aussi un grand nombre de personnes traumatisées. Donc, de ce point de vue-là, l'idée qu'une arme serait non létale fait aussi partie du problème puisqu'elle suggère que finalement l'arme n'est pas dangereuse. Et ça, ça a un impact sur le comportement des policiers puisque on leur dit, tenez, vous avez ces armes-là, vous pouvez les utiliser, elles sont non létales. Et ça, cette appellation finalement rend la gâchette aussi plus facile. Ouais, C'est pour ça que
Ouais, Quand on regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui sont uniquement les chiffres donc sur la police, et ben, sur les 10 dernières années, on constate une multiplication par 9 du recours aux armes non létales. Il y a près de 33 000 tirs en 2018, ce qui correspond à peu près au nombre d'habitants de la ville de Biarritz et même un peu plus. Donc, c'est comme si on avait tiré sur chacun des habitants de Mhm. cette ville-là et aussi sur les habitants des villages aux alentours. Donc là, on a une vraie explosion. Et alors justement sur les chiffres, l'IGPN, donc la police des polices, vient de publier son rapport annuel. On y reviendra d'ailleurs dans l'émission de demain plus en détail, mais juste un chiffre, les plaintes pour violences volontaires, c'est-à-dire les violences policières, ce que, en tout cas, nous, on appelle violences policières et que le gouvernement refuse d'appeler comme violences policières, ces violences, elles ont augmenté de 41% en un an, ça fait 868 plaintes en tout. Est-ce que, selon vous, ce chiffre, il est justement rendu possible par l'utilisation de ces armes non létales? Alors, les armes non létales, ils sont sûrement pour quelque chose. Il est incontestable que si on parle de violence policière aujourd'hui, c'est notamment depuis les Gilets jaunes, et c'est notamment puisque au moment des Gilets jaunes, une partie assez importante de la population a fait l'expérience qu'en Mhm. France, on peut très facilement se retrouver ciblé d'armes très dangereuses. Et donc, effectivement, la population n'accepte pas ça puisqu'elle considère en grande partie que ce sont des violences gratuites. Donc, elle saisit, les personnes saisissent l'IGPN. Et donc, on a une augmentation assez phénoménale de plus de 40%, effectivement. Mais il faut aussi garder à l'esprit que ça a l'air d'être plutôt qu'une petite partie du Mhm. chiffre réel, que tout le monde n'ose pas saisir ou n'a pas les moyens pour Mhm. saisir l'IGPN. Donc, ça aussi, c'est une dimension à avoir Oui. à l'esprit. Le chiffre est peut-être sous-estimé. Et d'ailleurs, vous parlez donc des violences pendant les manifestations des Gilets jaunes. Ça a été un moment où, je dirais, le grand public, les médias ont découvert un petit peu ces armes, les LBD, les GLI-F4, les grenades de désencerclement, tout cet arsenal, des armes qu'une partie de la population avait déjà expérimentées. Ce sont les populations des quartiers dits populaires. Effectivement, les armes non létales, en tout cas les plus récentes, ont été introduites à partir des années 1990, d'abord en banlieue, notamment là où, où vit la plus grande proportion de Noirs et d'Arabes, donc Mmh. de ce public-là. Et successivement, ces armes ont aussi été généralisées pour ensuite réprimer, premièrement, les militants écologistes, ensuite les syndicalistes, et un cap a été franchi effectivement avec les Gilets jaunes, où un public pas tellement habitué des manifestations et des Mmh. mobilisations a aussi dû faire l'expérience douloureuse de ces armes-là. Et d'ailleurs, dans votre livre, ce qui est frappant, vous rappelez, quelque chose que, pour le coup, j'ignorais, mais que d'autres doivent évidemment connaître. Mais vous expliquez qu'en fait, ces armes, avant de se généraliser, elles sont d'un côté réservées à des unités d'élite, le RAID, le GIGN, qui peut-être, ont une formation très pointue, sont habitués à manier, ce genre d'armes et dans des situations particulièrement tendues. Donc des unités d'élite pour capturer des terroristes armés. Et de l'autre, ces armes sont aussi confiées aux policiers de la BAC, dont la formation est plus simple, pour le maintien de l'ordre dans les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'on arme des policiers moins rodés que des unités d'élite comme le RAID et le GIGN, d'armes non létales, comme si, d'une certaine manière, il y avait deux catégories de citoyens. Effectivement, là, on voit très clairement que vous avez deux catégories de citoyens. Mais ce qui me semble important aussi, c'est que vous mentionnez la question de la formation. Mmh. Ce qui me permet de rebondir sur une chose très importante, à savoir qu'est-ce que c'est une arme non létale. Généralement, l'étiquette de non létale, elle est collée sur une arme euh, en supposant des conditions d'utilisation très précises. Donc, l'arme en tant que telle n'est pas non létale, elle l'est sous des conditions. Et ces conditions-là sont bien souvent très loin de la réalité. On suppose généralement une situation statique où vous avez un tireur et une cible. Les deux sont statiques, ne bougent pas comme sur le stand de tir. Sauf qu'en réalité, si vous vous mettez dans le contexte d'une mobilisation, eh ben, le tireur, il est mobile, il bouge, il y a du stress, la luminosité n'est pas très bonne, notamment parce qu'il y Mmh. a massivement des gaz lacrymogènes envoyés aussi par les forces de l'ordre. Et en face, ben, vous avez un groupe de manifestants dont le comportement est assez imprévisible aussi, Mmh. d'autant plus quand il se sait viser. Donc, vous avez toutes ces conditions-là qui ne sont absolument pas compatibles
avec les présupposés qui fondent la non-létalité du LBD ou de la grenade de désencerclement et ainsi de suite. Alors, pour revenir dans l'actu, Emmanuel Macron a demandé à plusieurs de ses ministres, dont le Premier ministre Édouard Philippe, mais aussi donc le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de faire des propositions pour répondre aux revendications. Sachant que pour Christophe Castaner, il n'y a pas de violence policière, il l'a répété plusieurs fois dans les médias, ça risque d'être un petit peu un dialogue de sourds, cette affaire. Oui, effectivement, ce risque, il est bien réel. Il a répété qu'il n'y a pas de violence policière en France. D'ailleurs, si vous lisez le rapport de l'IGPN qui est sorti ce matin, et ben là aussi, on a l'impression que finalement, les violences policières, ça n'existait pas. Ce sont uniquement des réactions défensives. Donc, à partir de ce moment-là, on a quand même l'impression que le déni du problème persiste alors que les réseaux sociaux regorgent de vidéos qui montrent qu'il y a effectivement des violences policières, où il suffit aussi de prendre les chiffres fournis par votre collègue David Dufresne. Donc, il a quand même réussi à récolter plus de 800 signalements, dont une bonne partie pour des faits très, très graves, plus de 300 blessures à la tête. Donc, ce qui me semble important dans ce contexte-là, c'est de plutôt s'intéresser aussi aux victimes des violences policières qui, elles, ont déjà développé un certain nombre de revendications très, très concrètes pour assurer, pour garantir qu'on puisse se rendre en manifestation en France sans devoir craindre de risquer sa santé et sans devoir s'équiper avec tout un tas d'objets pour protéger sa santé. Ou sans se dire, je n'y reviendrai plus parce que je voudrais revenir au troisième mot de votre titre, soumettre, qui est quoi? D'une certaine manière, la conséquence des deux autres, gazer, mutiler pour soumettre, c'est-à-dire pour dissuader les gens de manifester? Effectivement, ça, c'est un effet, on va dire, plus indirect. Il y a d'abord l'effet direct de la violence physique, mais effectivement, les gens vont réfléchir une deuxième fois avant de revenir après avoir fait l'expérience de violence considérable. Donc, il y a effectivement aussi ce qu'on appelle dans le jargon des fabricants des armes non létales un effet psychologique. Donc, les armes ne sont pas censées être, ou en tout cas ne sont pas exclusivement censées être faire mal et faire peur de cette façon-là, mais elles ont aussi un effet psychologique, à savoir dissuader les personnes de se rendre en manifestation. Donc là, les armes non létales posent aussi évidemment un problème démocratique. Est-ce qu'en France, on peut encore exercer le droit constitutionnel de la liberté d'expression alors que les policiers sont suréquipés en armes non létales, puisque c'est ça aussi dont il s'agit. En seulement 5 ans, entre 2012 et 2017, les armes dont dispose la police ont augmenté, ont doublé. Choisi très clairement d'aller plus loin dans le sens de la violence. Et pour finir, un mot sur votre conclusion pour la fin de la violence. Comment ne pas en faire un vœu pieux, d'autant que vous le rappelez, on vient d'en parler, Emmanuel Macron a donné priorité aux choses. Vous mentionnez l'Arc de Triomphe saccagé qui semble avoir plus d'importance à ses yeux que la violence physique subie par des milliers de personnes. En ce moment, on les constate depuis la présidence d'Emmanuel Macron, mais c'est une tendance qui est déjà en cours depuis un certain nombre d'années avant. C'est que les inégalités augmentent dans le pays. Les gens, et ça on l'a très bien vu avec les Gilets jaunes, mais ils essaient de prendre la parole, de faire parler de leurs problèmes, mais ça ne suffit pas. Donc, les Gilets jaunes ont décidé de prendre la rue. Mais le problème, il est plus général, c'est que en contexte d'augmentation des inégalités, forcément, la misère sociale se répand et forcément, les gens vont plus avoir tendance à prendre la rue. Et donc, si on veut réellement apaiser, réduire le niveau de violence dans le pays, eh ben, il faut justement s'intéresser à la racine. Donc, les dynamiques sociales qui font en sorte à ce que les mobilisations sociales s'imposent. Donc, c'est de ce côté-là qu'il faut vraiment chercher la solution, il me semble. Merci Paul Rocher. Votre livre Gazer, mutiler, soumettre aux éditions La Fabrique est dans toutes les bonnes librairies. Et on reste dans cette thématique avec la stand-upeuse Alexandra Pizzagalli qui aborde la question de ces violences policières avec un humour particulièrement grinçant. Tout ça pour dire, c'est le nom de son billet et c'est consacré à George Floyd. Que j'ai pas fait exprès de tuer. C'était la fin de mon service, j'étais crevée, et là qu'est-ce que je vois? Un noir qui se balade comme si de rien n'était. Du coup avec les collègues, qu'est-ce qu'on fait? Procédure habituelle. Bonjour, vos papiers, plaquage ventral. Bah, j'applique ce qu'on m'enseignait à l'école de police, moi. Tac, tac, là, bien serré, tac le genou, et on attend. Alors, on attend qu'il soit calme. Qu'il soit vraiment tout calme. Non armé et menotté, d'accord, mais on connaît pas les gens. Il aurait très bien pu discrètement se casser un doigt, défaire ses menottes, s'emparer de mon arme, faire un carjacking et violer des enfants.
Et là, on fait quoi? C'est de la prévention, pardonnez-moi de faire mon travail. Pourquoi le maintenir autant de temps? Mais justement, j'y viens. Donc, je verbalise le suspect avec mon genou, la procédure. Et là, d'un coup, j'ai un flash. Je me dis, merde, j'ai pas fermé la maison. Du coup, obligé de me repasser tout ce que j'ai fait depuis le matin jusqu'à mon arrivée au travail. Surtout qu'en ce moment, je suis en train de refaire toute la clôture du jardin pour empêcher les Mexicains de voler ma pelouse. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Non, 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 non. Non, non, non. Je vois très bien où vous voulez en venir. Ne me sortez pas la carte du racisme. Vous ne me sortez pas la carte du racisme. J'ai des amis noirs, ok? J'adore Samuel L. Jackson, surtout dans Django. Dans Django, il est génial. Meurtre! Non, pas meurtre. Pas meurtre. Mais c'est un monteur. Allez. Mais c'est un monteur. Je suis pas le seul à déconner, en plus, même en France, ils font ce qu'ils veulent. Bah, là, tout le monde s'insurge parce que les stars et les influenceurs le font, mais si les gens voulaient vraiment changer le système, ils auraient réagi depuis longtemps. Moi, j'obéis aux ordres, hein. À vous de bien voter pour ceux qui les donnent. Tiens, toi, là, le Perchman, t'es français? Oui. T'as posté un carré noir sur Internet? Bah ouais. Ouais, et t'as voté pour qui en 2017? Macron. Merci, bonne soirée. Voilà. C'est QFD. Non, non, mais... Après, on va dire que je dis ça... Non, non, mais... Pas de... Quoi? Pardon, je sais pas... Un tri dans la police? Bah, bon courage. Hein. Parce qu'effectivement, on est quand même beaucoup aimé la bagarre. Bah, les journées sont longues, hein. C'est pas en faisant des câlins qu'on a des primes. Prenons des nouvelles de la crise libyenne et du maréchal Haftar. Et celui qui nous en donne, c'est René Bachmann. Bonjour René. Bonjour. Tu es journaliste et consultant international pour Mediapart. Tu signes cette analyse sur l'avenir politique du maréchal Khalifa Haftar, un avenir qui semble compromis. Alors d'abord, en 2 mots, je sais, c'est une tâche ardue, mais en 2 mots, peux-tu nous résumer la situation en Libye et qui, a priori, par qui Haftar est soutenu? En 2 mots, ça va être compliqué, il va en falloir au moins 3. Disons que depuis 2014, la Libye est dans un chaos indescriptible. Depuis 2014, il y a 2 pôles de pouvoir. Il y a un pôle de pouvoir à Tripoli, qui est celui qui est reconnu par la communauté internationale et par l'ONU. Ça, c'est le pôle qui est, disons, celui du Premier ministre al-Sarraj. Et il y a un deuxième pôle de pouvoir qui est installé à Tobrouk, c'est-à-dire dans l'est de la Libye. C'est celui d'Haftar. Haftar s'appuie sur une armée qu'il a constituée depuis 2014-2015, qui est assez solide. Haftar est soutenu par les Émirats, par l'Arabie Saoudite, par l'Égypte, par les États-Unis avec une certaine modération, par la France, un peu moins activement qu'il y a un certain temps, mais encore activement et diplomatiquement assez efficacement, alors que l'autre pôle, le pôle de Tripoli, qu'on appelle celui du gouvernement de l'Union nationale, GNA, ce pôle-là est soutenu, lui, diplomatiquement par le Qatar, et militairement et diplomatiquement, et surtout militairement par la Turquie, voilà. Bon, grosso modo, ça s'installe. Et alors, pour le contexte, il y a un point important, c'est que le maréchal Haftar n'a pas réussi à conquérir Tripoli. Et non, c'est ce qui a tout changé. Il n'a pas réussi à conquérir Tripoli. Il avait lancé cette offensive il y a à peu près 1 an. Au début, ça avait l'air de marcher pas trop mal, parce qu'il avait l'appui de tous les gens que je viens d'énumérer. Donc, il y a même des avions émiratis qui arrivaient des Émirats pour bombarder des cibles qu'il avait choisies. Il avait pas mal de mercenaires étrangers, notamment soudanais et tchadiens. Il avait une armée puissante. Il avait pas mal de blindés que les Émiratis lui avaient offerts. Et en face, les gens de Tripoli avaient une armée très disparate, mal organisée, composée surtout de petits morceaux de milices, etc. Ça se passait pas bien. Et puis, donc, ça se passait bien pour Haftar. Et puis, au début de cette année, la Turquie s'est signé un accord de partage des zones d'influence économique dans la Méditerranée avec le gouvernement de Tripoli. Et en échange de cet accord, qui était avantageux pour elle a promis au gouvernement de Tripoli, je pense que c'était ça la monnaie d'échange, de l'aider à résister à Haftar. Ils ont fait beaucoup mieux que de résister à Haftar, puis ils ont repoussé l'offensive, et ils ont reconquis, les terrains et les zones qui avaient été conquises par Haftar, et que maintenant, ce sont eux qui ont la main. Ce sont les gens de Tripoli qui ont la main avec l'aide des Turcs. Et ce qui a tout changé, c'est que les Turcs et les Russes, c'est-à-dire le principal soutien d'Haftar, le principal soutien de al-Sarraj, sont grosso modo d'accord pour dire maintenant, il n'y a pas de solution militaire, il n'y a qu'une solution diplomatique, il va falloir qu'on discute. C'est ça qui est fou, en fait, c'est que ni les soutiens ni les opposants à Haftar ne croient désormais à une solution militaire qui est plutôt celle qui a en général la préférence d'Haftar, c'est plutôt quelqu'un qui combat. Est-ce que cette fois-ci, il est prêt à négocier? Peut-être n'a-t-il pas le choix d'ailleurs.
Je ne suis pas sûr qu'il ait tellement le choix parce que, d'abord, ses principaux soutiens sont d'accord pour discuter, donc ça lui est compliqué d'agir seul. Deuxièmement, il a perdu beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence, même à l'intérieur. Une partie de ses alliés à l'intérieur, je parle des alliés libyens, commencent à se dire mais ce type nous a mis dans une situation catastrophique, on ne gagne rien avec lui, on ferait mieux de négocier. En plus, le pays continue d'être livré au chaos quand même. Hein. Le pétrole ne s'exporte plus, alors que la Libye est les principales réserves de pétrole d'Afrique. Pas oublier ce détail mineur. Et du coup, maintenant, Haftar apparaît comme de certaine façon comme le gêneur. Les Turcs et les Russes qui sont capables, qui étaient dans cette affaire-là opposés, qui sont capables de discuter ensemble, sont capables d'être partenaires et adversaires en même temps, comme c'est le cas en Syrie aussi. Hein. En Syrie, c'est qu'ils sont adversaires et partenaires. En Libye, c'est un peu la même chose. Ils étaient adversaires parce qu'ils soutenaient des camps différents, et là, ils sont partenaires parce qu'ils sont tous les deux partisans d'une solution qui passerait par une négociation. Négociation, chacun la voit à sa façon, bien sûr, mais en tout cas, permet de passer par une autre chose que la guerre. Et dans cette situation-là, Haftar est un peu dans une situation compliquée parce que lui, il s'est autoproclamé maréchal, donc on le devine, il préfère les solutions militaires et son tempérament est très très militariste. En fait, son modèle, c'est le président égyptien Sisi. Il rêve d'un système politique comme celui de Sisi, dictatorial, etc. Et là, plus personne n'a confiance en lui, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les Américains doutent de lui, les Russes doutent de lui, ils lui font savoir, elles sont très claires. Les Français, même les Français ne le soutiennent plus aussi efficacement qu'au début. Donc il n'est pas vraiment à la fête maintenant. Je crois qu'une négociation va s'engager avec ou sans lui. Et même à t'entendre, on se dit que même si la négociation s'engage avec lui, est-ce que pour autant il a un avenir politique dans son pays? Est-ce que pour autant il pourra continuer à rester dans le tableau? Je ne suis pas convaincu qu'il ait un avenir immense dans ce pays parce qu'il a perdu beaucoup de pouvoir, parce que s'il y a une négociation, ce sera une négociation sur le partage du pouvoir politique. Peut-être il gardera une certaine position militaire, mais ça ne lui suffira probablement pas. Je pense qu'il essaiera de la garder, donc il essaiera de faire en sorte que pendant le plus longtemps possible, il y ait des tâches militaires à remplir. Au début, ça lui était assez facile parce qu'il y avait des islamistes, il y avait des djihadistes, il y avait des tas de gens contre lesquels il fallait se battre. Il se battait assez efficacement, c'est vrai, avec les armes qu'il avait reçues. Maintenant, tout ça est un peu résolu. La Libye a essentiellement besoin non plus maintenant de forces militaires, mais de calme pour pouvoir recommencer à exporter son pétrole, parce que c'est ce que les partenaires de la Libye souhaitent. Hein. Les gens qui sont là pour aider les Libyens, entre guillemets, sont là surtout pour profiter d'une partie de la manne pétrolière. Donc les gens ont besoin de calme, donc ils n'ont pas besoin de guerre, ils ont besoin de calme. Autrement dit, Haftar est plutôt dans une position faible. Et avant de se quitter, un mot sur le rôle de la France dans tout ça. Il y a ce qui est officiel, il y a ce qui est officieux. Oui, la France n'est pas très brillante dans cette affaire. D'abord parce qu'au début, elle avait choisi une position très compliquée du point de vue diplomatique et politique, et de mettre des œufs dans tous les paniers. C'est-à-dire qu'elle reconnaissait diplomatiquement le gouvernement de Tripoli, comme la communauté internationale, comme tout le monde, comme l'ONU, et en même temps, elle aidait Haftar, parce qu'elle considérait qu'Haftar, militairement, était plus pratique, plus efficace, et que son travail était plus payant contre les islamistes. Donc, elle l'a aidé activement, en envoyant notamment des gens de la DGSE sur place, des conseillers qui l'ont aidé à organiser les forces, etc. Et en même temps, les Français disaient, de cette façon-là, nous serons présents le jour où il faudra négocier parce que nous aurons des pieds des deux côtés. En réalité, ils avaient un tout petit peu d'efficacité du côté de chez Haftar, mais l'aide de la France n'était pas suffisamment énorme pour peser très très fort. Et ils n'avaient pas beaucoup d'influence du côté de Tripoli parce qu'ils aidaient Haftar. Donc la position de la France était très faible. Et maintenant, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les vrais patrons de la négociation internationale en faveur d'une solution pacifique, ce sont les Russes d'un côté, les Turcs de l'autre, les Français et même les Américains et les autres alliés, les Émiratis par exemple, sont passés un peu au deuxième rang. Donc tout le monde a perdu du terrain dans cette affaire. Eh bien, merci René Bachmann. On te lit sur Mediapart. À très bientôt dans À l'air libre. Tout de suite, Mathieu Magnodex reçoit Pap Ndiaye. Bonjour Pap Ndiaye. Bonjour.
Vous avez 54 ans, vous êtes professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste d'histoire nord-américaine, auteur de plusieurs ouvrages, La Condition noire, essai sur une minorité française, paru chez Calman-Lévy en 2008, Les Noirs américains, En marche pour l'égalité, paru chez Gallimard en 2009, et Une histoire de Chicago, paru chez Fayard en 2013. Pape Ndiaye, on va évidemment revenir avec vous sur ces manifestations historiques, on peut utiliser le mot, qui ont essaimé depuis le meurtre de George Floyd aux États-Unis, cet homme de 46 ans, tué à Minneapolis par un policier, étouffé dans la rue avec ces vidéos extrêmement violentes qui ont circulé et déclenché cette indignation et ces manifestations. Au moins 700 manifestations depuis 2 semaines dans de grandes villes, de petites villes, y compris dans l'Amérique suburbaine, hein, peu habituée à ce genre de mobilisation, dans tous les États américains et même à Porto Rico. Donc des manifestations évidemment à la résonance mondiale, on va en parler, mais je voudrais commencer par une image assez forte de ce week-end, Pape Ndiaye. On va la voir dans un instant, c'était à Bristol, au sud des Royaumes-Unis. Donc ce week-end, la statue d'un homme appelé Edward Colston, un riche marchand d'esclaves, décédé en 1721, qui a fait sa fortune donc sur le trafic des esclaves et le commerce triangulaire. Statue érigée en 1895 dans une rue de Bristol qui porte son nom. Statue arrachée de son piédestal et jetée dans la rivière par des manifestants ce week-end. On regarde. Ndiaye, j'imagine que vous avez vu aussi ces images. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Ces images de Bristol sont d'abord très similaires à d'autres images qu'on a vues à Richmond en Virginie, l'ancienne capitale du Sud confédéré, images qui montraient des foules de manifestants appelant à la destruction des statues des généraux sudistes qui sont le long de la fameuse avenue de Richmond, Monument Avenue. Et donc, que ce soit du côté de la Grande-Bretagne ou du côté des États-Unis, il y a bien derrière le mouvement actuel, d'abord centré sur la question des violences racistes des policiers, des questions plus profondes qui remontent en fait à l'esclavage. Et ces questions, évidemment, sont parfaitement légitimes dans la mesure où l'histoire des forces de l'ordre, l'histoire du maintien de l'ordre, est une histoire profondément liée à la racialisation. C'est une histoire qui est profondément liée au contrôle, que ce soit le contrôle des esclaves, que ce soit le contrôle des Noirs américains pendant la ségrégation, que ce soit aussi différentes formes de contrôle colonial. Et donc, il y a une certaine justesse politique, évidemment, à centrer l'attention, la protestation sur ces symboles détestables de la colonisation et de la réduction des hommes en esclaves, de leur choiséification pendant plusieurs siècles. Alors, vous l'avez dit, hein, ces déboulonnages de statues, ces remises en cause de monuments célébrant finalement le passé ségrégationniste ou l'esclavage aux États-Unis, ce n'est pas juste lié à cette crise. Il y a un mouvement depuis plusieurs années de contestation de ces monuments, notamment dans le sud américain, hein, vous l'avez dit. On est moins habitué à voir ce genre d'image en Europe. Alors peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il y a eu déjà des cas comme ça et peut-être que vous pouvez nous éclairer là-dessus. Et surtout, est-ce que vous pensez qu'on est à l'amorce d'une réflexion nouvelle sur ce passé de domination raciste, de l'esclavage, du colonialisme, engrainé aussi, pour le coup, dans l'espace de la République française? On se rappelle évidemment de Jules Ferry, qui n'est pas juste simplement ce héros de l'éducation pour tous, qui est aussi quelqu'un qui poussait largement la colonisation. Il est certain que ce mouvement a une histoire plus ancienne que ces jours derniers, et on pourrait à cet égard penser à Charlottesville et à cette fameuse statue du général Lee dans un parc de Charlottesville qui a défrayé la chronique pendant l'été 2007, puisque ce fut l'occasion également d'un rassemblement néo-nazi
à qui Trump trouvait beaucoup de vertus. Donc il y a bien une histoire qui est une histoire relativement ancienne de contestation de ces symboles de l'esclavage, mais aussi de ces symboles de la ségrégation. Beaucoup de ces statues, en fait, sont relativement récentes. Elles ont été construites ou érigées dans les années 20-30 ou bien dans les années 1950, peu avant le mouvement pour les droits civiques. Donc il y a quelque chose qui se passe. Je ne savais pas que c'était également le cas du côté de la Grande-Bretagne. Bristol était un des grands ports négriers, particulièrement au XVIIIe siècle. Donc, c'est évidemment pas un hasard si les choses se passent dans une ville qui a de surcroît une histoire récente, qui est une histoire liée à des mouvements artistiques, liés au mouvement hip-hop, liés à Banksy. Donc, il y a toute une effervescence culturelle et politique à Bristol. Et l'épisode de ces jours derniers en est aussi d'une certaine façon le fruit. Les choses n'arrivent pas comme ça au hasard, hein. Elles arrivent au terme de formes de mobilisation anciennes, pas toujours très faciles à voir, mais qui néanmoins portent leurs fruits, cristallisent à un moment ou à un autre. Ce qui me semble également intéressant ici, c'est que les foules, on l'a beaucoup remarqué déjà, sont relativement diverses. À Bristol, mais aussi à Richmond en Virginie, les foules qui entouraient ces statues détestables sont des foules de jeunes Africains-Américains ou de jeunes Afro-Européens, descendants de la migration jamaïcaine, par exemple, à Bristol. Mais il y a aussi des Américains blancs, des Britanniques blancs qui participent à cette remise en cause du passé, ou en tout cas à ce questionnement. Et cela me semble pour le coup tout à fait nouveau, dans la mesure où précisément jusqu'à présent, ces mobilisations qui pouvaient exister étaient des mobilisations circonscrites aux descendants d'esclaves, circonscrites à celles et ceux qui étaient, entre guillemets, les premiers concernés. Donc il y a une dilatation politique qui est évidemment une des caractéristiques les plus essentielles et une des caractéristiques aussi les plus réjouissantes de ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans d'autres régions. Est-ce qu'il en va de même du côté de la France? Je ne crois pas. En tout cas, je n'ai pas eu connaissance d'action ou de remise en cause pareille ces jours derniers, mais il me semble assez logique que, d'une manière ou d'une autre, des interrogations sur le passé plus ou moins lointain de la France impériale, que ces interrogations vont également se faire sentir d'une manière ou d'une autre, par exemple des interrogations sur l'histoire même de la police française au XXe siècle. Alors, venons-en justement, on reviendra à la France après, mais voilà, venons-en à ce qui se passe actuellement aux États-Unis, le cœur de ce mouvement, ces manifestations, on l'a dit au début, à la fois incessantes, vous l'avez dit aussi jeunes, plutôt joyeuses, hein, inclusives, vous l'avez dit aussi. Quels sont les éléments pour vous qui paraissent, il y a déjà eu des manifestations, Black Lives Matter, on est évidemment, on peut remonter plus haut avec l'histoire des droits civiques. Il y a eu ce qu'on a appelé les émeutes raciales dans les années 90. Quelle peut être peut-être la particularité, l'originalité du mouvement actuel? Il est vrai qu'il y a une histoire qui est pratiquement centenaire, en fait, de mobilisation et de protestation contre les violences racistes des policiers américains. Dans les années 20, par exemple, la NAACP avait lancé des campagnes pour dénoncer les collusions entre le Ku Klux Klan et puis les départements de police de nombreuses villes du sud des États-Unis. Et on sait que ces départements de police ont été historiquement complètement gangrénés par l'extrême droite américaine. C'est encore plus évident dans les années 60, si on regarde du côté de Selma, du côté de Jackson ou de Birmingham, dans le Mississippi, dans l'Alabama. Cette histoire récente, elle est renouvelée maintenant, et elle a une caractéristique donc nouvelle, c'est sa diversité. Autant jusqu'en 2014, même si on pense aux événements de Ferguson dans le Missouri, les foules protestantes sont massivement africaines-américaines. Aujourd'hui, cela va bien au-delà.
Donc, c'est quand même quelque chose de radicalement nouveau, comme je disais. Cela s'explique sans doute, enfin, on peut en tout cas en développer au moins deux éléments nouveaux. C'est d'une part, c'est Trump lui-même, à l'évidence, sa présence à la Maison-Blanche, ses tweets enragés contribuent à tendre la situation. Il a qualifié les manifestants de terroristes et de voyous. Ça renforce finalement le mouvement. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment la crise sanitaire et la crise économique. Et on sait que les Africains américains ont été particulièrement touchés et par la crise sanitaire et par la crise économique. Et puis, au fond, il arrive un moment dans l'histoire où les choses se cristallisent. Il se passe quelque chose, vous voyez. Et donc, on pourra réfléchir sur le moment actuel, mais il y a aussi une part de mystère lorsque le nouveau se fraye son chemin très brutalement. Et je ne peux m'empêcher de penser à Emmett Till, ce jeune adolescent de Chicago qui était parti en vacances dans le Mississippi chez sa grand-mère et qui a été lynché parce que, soi-disant, il aurait regardé de travers une femme blanche. Eh bien, Emmett Till, pardon ? Rappelez-nous la date. En 1955, pardon. Et en 1955, son corps a été ramené à Chicago et sa mère a voulu que le cercueil reste ouvert pendant la cérémonie funéraire, de manière à ce que, comme elle l'a dit, tout le monde entier puisse voir ce qu'ils ont fait à mon fils. Et le visage d'Emmett Till était un visage affreusement défiguré par la torture et la souffrance. Eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là avec la mort d'Emmett Till. Il y a une génération Emmett Till qui prépare le mouvement pour les droits civiques qui prend son envol l'année d'après. Il y a un moment où il se passe quelque chose parce qu'Emmett Till n'était évidemment pas le premier lynché. Il s'inscrit dans une longue histoire de lynchage depuis la fin du 19e siècle et c'est pourtant la mort d'Emmett Till qui a changé les choses aux États-Unis. Et au fond, si on devait faire la comparaison avec George Floyd aujourd'hui, il n'est évidemment pas le premier. Il s'inscrit dans une longue série, mais il se passe quelque chose à un moment donné qui fait que l'histoire avance, que quelque chose comme un mouvement, un nouveau mouvement, et je pense d'ailleurs une nouvelle coalition politique est en train de se créer aux États-Unis, ce qui, évidemment, offre des perspectives tout à fait intéressantes. Des coalitions politiques, d'ailleurs, tentées dans le passé, on se rappelle, peut-être tout le monde ne se rappelle pas, mais de la candidature de Jesse Jackson dans les années 80, voilà, mettant en place justement une coalition multiraciale, aussi des classes populaires. Ça n'avait pas réussi, mais c'est en effet le pari de beaucoup de gens en ce moment. Est-ce que ce mouvement, quel genre de traces, restons-en peut-être aux traces américaines à ce stade, quel genre de traces peut-il laisser? On voit deux choses. Évidemment, il y a le contexte de la campagne présidentielle américaine qui va arriver très vite le 3 novembre, avec l'enjeu crucial de savoir si Donald Trump est réélu face à son adversaire démocrate Joe Biden, par ailleurs contesté par certains électeurs, notamment gauche aux États-Unis, et puis peut-être d'autres conséquences qu'on voit moins en France, mais qui ont une résonance aussi avec nos débats autour de la police. Par exemple, on a vu hier le conseil municipal de Minneapolis, donc la ville où George Floyd a trouvé la mort, a formulé un vœu de démanteler sa police. Le conseil municipal a dit en fait il faut s'orienter vers un nouveau modèle de sécurité publique tourné vers la communauté. C'est très important parce qu'aux États-Unis, il y a je crois 18 000 départements de police gérés localement, c'est pas géré au niveau fédéral, qui absorbent parfois 40, 50, 60% des budgets municipaux. Sur cet aspect-là, est-ce que vous pensez là aussi, sur cet aspect-là particulièrement, et parlons après de la présidentielle? Il est possible, en effet, en tout cas, ce qui se passe à Minneapolis. Alors, Minneapolis est au centre de l'attention, évidemment, en ce moment, mais il est possible que cette manière de repenser, au fond, à partir d'une feuille blanche, pratiquement, la question du maintien de l'ordre, que cela fasse tache d'huile et que d'autres départements de police soient également mis sur la sellette dans des villes où leur histoire est plus encore qu'ailleurs peut-être
marquée par des violences, des injustices, des brutalités de toutes sortes. Cela, évidemment, dépendra des équilibres locaux, des formes de pression populaire, parce que à Minneapolis, ça n'était pas initialement l'intention du conseil municipal. Il y a une sorte de séance publique du conseil municipal avec des centaines de personnes qui étaient là et qui ont poussé pour qu'il ne s'agisse pas simplement d'une réforme du département avec un peu plus de formation par-ci, un peu moins d'armes mortelles par-là, mais quelque chose de beaucoup plus radical. Et donc, tout dépendra des équilibres et des rapports de force locaux, mais il est sûr que ce qui se passe à Minneapolis, c'est quand même très important parce que c'est Minneapolis qui ouvre la voie d'une certaine façon, et de ce qu'il adviendra à Minneapolis, eh bien, il y aura beaucoup à apprendre pour les autres municipalités. Et puis, n'oublions pas que les démocrates à l'échelle nationale, on parle maintenant, ce qu'ils ne faisaient pas il y a quelques mois, de réformes profondes, systémiques des forces de police à l'échelle nationale, même si le gouvernement n'a pas directement la main sur ces départements municipaux, comme vous le disiez. Et donc, ce qui va advenir à Minneapolis est évidemment intéressant à l'échelle tout entière du pays et peut fournir également des arguments et peut-être aussi une pratique à ce que les démocrates proposeraient s'ils revenaient au pouvoir à l'automne 2020, avec en plus éventuellement le contrôle du Sénat qui peut être tout à fait crucial également en la matière. Et donc, éventuellement, cette implication possible sur la présidentielle, j'imagine, assez difficile à mesurer à ce stade. Oui, c'est ça. Mais ce qui est d'ores et déjà évident, pour dire quelques mots sur la présidentielle, c'est que Joe Biden, avant même les événements actuels, avait déjà commencé, on va dire, à gauchir son discours en incorporant des fragments des propositions de Bernie Sanders, par exemple sur la dette étudiante ou sur l'assurance maladie. Ce qui se passe en ce moment ne peut que l'encourager d'une certaine façon dans ce mouvement-là, mais au-delà même de sa volonté de ne pas répéter les erreurs de Hillary Clinton, qui avait complètement délaissé l'électorat de Bernie Sanders, et Sanders lui-même d'ailleurs, en se tournant vers l'électorat centriste avec les résultats que l'on sait. Au-delà même de ces questions, disons, de tactique, se pose une question encore plus centrale, qui est celle de la place des préoccupations centrales des Noirs américains dans un programme présidentiel. Et depuis les années 60, en fait, les Noirs américains ont occupé une place périphérique dans les programmes présidentiels des candidats démocrates, y compris d'ailleurs dans celui d'Obama en 2008, qui n'avait pas du tout fait des questions propres aux Africains-Américains des questions centrales. Il ne voulait pas apparaître d'ailleurs, comme on le sait, comme le président des Noirs. Donc là, il y a peut-être pour la première fois depuis l'élection présidentielle de 1964, l'élection de Johnson, la possibilité que les préoccupations centrales des Noirs américains prennent une place centrale dans la campagne présidentielle. Franchement, si ça arrive, ça n'est pas certain, mais c'est une vraie possibilité. Ce sera quelque chose de révolutionnaire aux États-Unis dans la politique américaine, parce que des propositions sur le système judiciaire, sur la police, des propositions sur l'éducation, des propositions également sur le système de santé pourraient être faites, disons, à l'avantage des Africains-Américains et donc pour la justice sociale et raciale. Alors, venons-en peut-être à la France pour les petites dizaines de minutes qui nous restent. Il y a eu ces manifestations la semaine dernière, mardi, ce week-end encore, en hommage à George Floyd, mais aussi évidemment en résonance contre les violences policières en France. Et ces mobilisations, on le voit, alors peut-être pour l'instant juste des effets cosmétiques, mais commencent à faire bouger le pouvoir. Emmanuel Macron qui annonce qu'il faut se repencher sur la mort d'Adama Traoré dans une gendarmerie et qui donc relance cette affaire. Donc on verra évidemment ce que ça donne, mais est-ce que vous pensez que cette mobilisation déjà
commencer à faire bouger les choses? Oui, je pense que cette mobilisation a déjà gagné d'une certaine façon, en tout cas partiellement, dans la mesure où des questions qui jusque-là étaient bannies de la conversation politique se trouvent désormais abordées. Le gouvernement actuel, qui était dans une posture de déni complet par rapport aux questions de violences racistes émanant de la police, ne peut plus... Pardon ? De violences policières en général. En général, absolument, puisque la crise des Gilets jaunes l'avait également montré, ne peut plus tenir sur cette position. Rappelez-vous le président de la République qui disait qui s'offusquait même que l'on parle de violences policières dans une République comme la nôtre. Eh bien, ce type de posture-là me semble désormais gravement atteint. Et s'il est donc déjà un acquis qui est un acquis significatif, c'est que cette question des violences policières est désormais posée dans la vie politique française. Elle n'est pas simplement en marge. Et justement, la crise des Gilets jaunes a joué un rôle important, c'est-à-dire qu'elle a déplacé la question des violences policières des quartiers où vivent les jeunes noirs et les jeunes arabes. C'est une question qui avait une dimension raciale et donc une question qui était périphérique. Elle s'est rapprochée du centre de la politique française parce que des segments beaucoup plus larges de la population française ont été touchés par les violences et les comportements des policiers pendant la crise des Gilets jaunes. Donc là, il y a quelque chose qui s'est déjà passé. D'une certaine façon, la crise des Gilets jaunes a préparé ce qui arrive aujourd'hui. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est une cristallisation, et ça arrive aussi dans la vie politique, où d'un seul coup, il y a un effet de réalité tel que celles et ceux qui, jusqu'à présent, campaient sur des positions extrêmement rigides, consistantes à dire que ça n'était pas vrai, ceux-là se trouvent complètement en porte-à-faux et sont obligés de se déplacer et d'affronter la réalité. Ça n'est qu'une petite partie du chemin, puisque bien entendu se pose la question du contenu des réformes à envisager, et on sait qu'on a pu être déçu dans le passé. Je pense en particulier à François Hollande, qui avait annoncé dans son programme de 2012 l'existence de la création de récépissés, et puis cette proposition a été enterrée presto par Manuel Valls dès qu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur. Donc, méfiance à ce sujet, mais il se passe quelque chose actuellement autour de ces questions, et peut-être plus largement, en tout cas, je ne veux pas faire excès d'optimisme, mais peut-être plus largement aussi autour des questions de racisme, face à des gouvernements successifs qui, finalement, ne considéraient pas ces questions comme opportunes, compte tenu de leurs équilibres électoraux, ni même légitimes d'une certaine façon, tant ces questions pouvaient se trouver facilement renvoyées à des ailleurs exotiques. Tout ça, c'est les États-Unis ou c'est telle ou telle autre contrée. Voilà maintenant que ces questions sont bien installées à Paris et dans de multiples villes françaises, et cela me semble être une avancée démocratique. Juste en 2 mots, qu'est-ce que vous répondez justement? Parce qu'on entend beaucoup depuis la mort de George Floyd et les résonances éventuelles en France. Il y a souvent un mur intellectuel qui est comme ça affiché, qui est de dire oui, mais les États-Unis, c'est les États-Unis. Il y a un problème racial spécifique, engrainé, enquisté dans la culture américaine. Ça se passe pas pareil chez nous. Donc, il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de police raciste. Comment, j'imagine que on vous le demande souvent, donc désolé, mais comment vous répondez en quelques mots efficaces à cette première réponse qui est systématiquement faite? Je réponds que cela tend, cette position-là, tend à faire ce qu'on évite en histoire et dans les sciences sociales, c'est-à-dire de l'exceptionnalisme. Il y aurait un pays, les États-Unis, qui aurait une histoire exceptionnelle, qui ne serait en rien comparable à l'histoire de la France, de même qu'il y aurait un pays, la France, qui ne serait en rien comparable aux États-Unis. Et donc, l'exercice de la comparaison, il faut déjà l'installer et le légitimer.
comparer, ça n'est pas dire que c'est la même chose. On ne compare jamais deux situations identiques l'une à l'autre. On compare pour ensuite mesurer les différences, comprendre la nature des différences, parce que souvent, les différences que l'on croit exister entre deux pays s'affaissent dès qu'on regarde d'un peu plus près. Par contre, il y a des choses qui, à côté, naissent, qu'on n'avait pas vues et qui permettent justement de comprendre là où elles sont, ces différences. Donc, comparer la situation américaine à la situation française, c'est légitime, c'est un exercice qui est un exercice nécessaire d'un point de vue intellectuel et politique. Ensuite, bien que les deux pays, naturellement, aient une histoire différente, précisons un instant la nature de cette différence, au moins sur les questions raciales. Eh bien, c'est qu'aux États-Unis, l'esclavage et le national ont été superposés. Il y a une superposition géographique entre le national et le colonial, tandis que du côté français, l'esclavage et le colonial ont été dissociés géographiquement avec le national. Et donc, ça fait que du côté français, la question même de l'esclavage a été pensée comme complètement étrangère. Il y a beaucoup de Français qui disent, moi j'en ai entendu beaucoup, qui disent oui, mais les États-Unis, eux, ils ont eu l'esclavage et pas nous. Vous voyez, comme si, au fond, cette question avait été pensée comme complètement extérieure à la France. Et donc, il faut rappeler que l'esclavage a été une réalité française, même si ça s'est passé à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole. Et donc, quand l'esclavage a été aboli aux États-Unis, s'est posée la question de la séparation des races assez rapidement à la fin du 19e siècle. Et on a inventé à ce moment-là tout un arsenal juridique qui permettait de séparer les uns et les autres alors même qu'ils vivaient sur le même territoire. La question ne s'est pas posée en France après 1848, précisément parce que les anciens esclaves étaient à 5000 km de la métropole. On s'est contenté de leur donner des passeports et de leur interdire de traverser l'Atlantique, ce qu'ils ont quand même réussi à faire. Donc, dès qu'on se penche un peu sur des différences qui sont généralement perçues comme irréductibles, on s'aperçoit que ces différences, elles existent bien, mais qu'elles ne sont pas si nettes que cela. Et donc, quand on se penche sur l'histoire de France, par exemple, eh bien, il faut aussi se pencher, par exemple, si on prend le cas de la police, sur une histoire de la police qui a été marquée par des formes de répression coloniale. Pensons à la guerre d'Algérie, pensons aussi un peu avant à l'occupation et aux rafles de juifs opérés par la police française dans des grandes villes comme Paris ou comme Bordeaux, sous l'autorité de Maurice Papon. Il y a beaucoup de choses qui permettent aussi de regarder comment la répression, comment les forces de l'ordre se sont comportées et comment elles se sont comportées dans le cadre de systèmes qui, évidemment, étaient différents de ce qui pouvait exister aux États-Unis, mais quand même avaient quelque chose à voir. Je voudrais vous poser une dernière question. On arrive malheureusement assez vite à la fin de notre entretien et je m'en voudrais de ne pas vous la poser. Depuis la condition noire, vous plaidez pour une discussion sereine sur la notion de race, non pas comme un objet établissement des hiérarchies biologiques racistes, mais comme une, je cite, notion permettant de rendre compte, je cite encore, d'expériences sociales en lien avec les structures et les préjugés racistes hérités de l'esclavage, de la suprématie blanche, le colonialisme. Pourquoi, en fait, comment insérer cette discussion dont vous dites vous-même qu'elle doit être utilisée avec précaution, qu'il ne faut pas aller vers l'essentialisation, mais comment insérer cette discussion dans notre contexte culturel, non pas comme une importation, du coup, états-unienne, mais bien comme une réflexion permettant de faire changer les choses. Eh bien, en rappelant, par exemple, qu'il ne s'agit pas d'une importation américaine que l'on plaquerait sur la situation française sans précaution, mais de rappeler qu'en France, il y a une histoire longue de réflexion sur les questions raciales et qui est aussi ancienne que la réflexion américaine. La négritude, à partir des années 30, avec des figures aussi importantes que Césaire et Senghor, qui se prolongent après-guerre avec Frantz Fanon dans les années 50 et au début des années 60. Qu'est-ce que la négritude, sinon une manière de penser les questions raciales, d'essayer de penser le lien entre l'universel et le singulier. Et donc, loin d'être des questions américaines qui seraient en quelque sorte étrangères à la réalité française, il s'agit en fait d'une histoire qui est aussi une histoire française. Les Américains se sont aussi inspirés il y a une préhistoire française aussi aux États-Unis de toutes ces questions. Bref, ça n'a rien
du tout de quelque chose d'extérieur, hein, c'est quelque chose qui s'ancre dans une histoire culturelle, intellectuelle et politique très ancienne, qui est une histoire française, une histoire de liens aussi transatlantiques avec les États-Unis, bien entendu, et avec d'autres régions du monde d'ailleurs, mais cela n'a rien d'une importation. C'est quelque chose, au contraire, qui est profondément ancré, même si c'est un peu périphérique dans la grande histoire intellectuelle et politique française, mais qui est quand même profondément ancré dans une histoire française. Et donc, de ce point de vue-là, on peut tout à fait s'appuyer sur des auteurs, sur des penseurs français, ce qui, à mon avis, d'un strict point de vue stratégique, permet d'éviter justement ce reproche de l'américanisation que l'on entend tout le temps et qui est d'ailleurs souvent parfaitement une manière assez hypocrite, disons-le franchement, d'éviter cette nécessaire réflexion sur la situation française. Je crois que là, le moment est justement bienvenu pour ouvrir les yeux justement sur cela, pour engager une conversation nationale sur ces questions, une conversation sérieuse, calme. On peut prendre le temps de réfléchir à tout cela, bien entendu, et bien entendu, ça nécessite aussi qu'il y ait un minimum d'ouverture de la part des institutions publiques, peut-être aussi de la part du gouvernement, mais même si le gouvernement campe sur ses positions, sur un ministère de l'Intérieur qui est un bastion dans l'État et qui ne semble pas disposé à bouger beaucoup, eh bien, de toute façon, il me semble que c'est la société qui s'empare aussi de ces questions il se passe des choses actuellement dans la société qui vont beaucoup plus vite que ce que le monde politique semble réaliser avec beaucoup de difficultés. Merci beaucoup, Pape Ndiaye. Vous étiez avec nous, professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste d'histoire nord-américaine et auteur de plusieurs ouvrages. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. À l'air libre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Valentine. À demain. À demain, avec plaisir. N'hésitez pas à nous écrire sur la boîte mail de l'émission alerlibre@mediapart.fr. Bien sûr, si vous le pouvez, abonnez-vous. Vous le savez, Mediapart ne vous informe que grâce aux abonnements. Bonne soirée.